La conférence du jour est consacrée à la question des limites de la société de marché. Alors, tout d'abord, je vais essayer de définir ce qu'est la société de marché en m'appuyant sur un certain nombre d'auteurs qui tous ont, d'une certaine manière, montré ce qu'ils entendaient par société de marché. Alors moi, je suis d'accord avec tous ces auteurs, puisque tous disent un peu la même chose en réalité, donc je vais essayer de les montrer, de les étudier, et puis ensuite, dans une deuxième partie, je vais essayer de montrer comment cette société de marché, lorsqu'elle est mise en œuvre dans le cadre européen, donc je vais surtout me concentrer sur la question européenne, eh bien effectivement elle produit des dysfonctionnements sociaux et politiques qui conduisent au populisme. Alors puisque la thèse du livre dont je vous ai parlé, c'est bien une réflexion sur l'articulation entre une doctrine, le néolibéralisme qu'on a déjà défini, et des réactions sociales de la population qui, confrontés à un système dans lequel ils ont l'impression de ne plus avoir la main, c'est-à-dire de ne plus pouvoir démocratiquement choisir le modèle de société dans lequel ils veulent, puisque ce modèle est déjà préétabli, eh bien se révoltent. Et ces mouvements de révolte qu'on appelle souvent les mouvements populistes, eh bien pour moi, ils sont le produit de ce fonctionnement néolibéral qui lui-même entend en fait organiser une société de marché. Or, cette société de marché, eh bien, elle est invivable, elle est dysfonctionnelle, et du coup, eh bien, les gens en sont frustrés, en quelque sorte, et c'est cette frustration qui engendre les mouvements anti-système. Alors, pour commencer cette réflexion, je voudrais vous parler d'un auteur extrêmement important dans la pensée sociale, puisqu'il s'agit à la fois d'un économiste, d'un anthropologue et d'un historien, à qui on doit un livre extrêmement important qui s'appelle La Grande Transformation. Alors la Grande Transformation, c'est écrit en 1944 aux États-Unis, en exil, puisque Karl Polanyi est né à Vienne, mais il est d'origine hongroise à l'époque, à la fin du XIXe siècle, lorsqu'il naît, en 1886. Il naît dans l'Empire d'Autriche-Hongrie. Donc on a l'association de la Hongrie et de l'Autriche. Donc lui-même est d'origine hongroise, mais en réalité, il vit aujourd'hui à Vienne, donc en Autriche. Alors c'est un intellectuel, un prof d'économie, qui va être conduit en fait évidemment à émigrer au moment alors d'une part, il y a d'abord la séparation, après la Première Guerre mondiale, l'Empire d'Autriche-Hongrie explose, il devient l'Autriche, et l'Autriche est annexée par l'Allemagne, et lui fuit l'Allemagne comme beaucoup d'autres à l'époque, et va se réfugier au Royaume-Uni. La guerre encore le rattrape, et là il va se réfugier aux États-Unis, et c'est aux États-Unis qu'il va écrire et publier La Grande Transformation. Alors dans les années 30, avant même, il est au Royaume-Uni, il est prof d'économie, et La Grande Transformation, c'est le produit de son cours d'économie, qui est en fait un cours d'histoire économique. Et dans ce livre, eh bien, il va chercher à démontrer ce qu'il appelle la grande transformation, c'est-à-dire la transformation des sociétés traditionnelles en sociétés capitalistes, et les conséquences que cette transformation ont sur la société. En fait, la question qu'il taraude, la question qu'il veut essayer de mettre en avant dans ce livre et donc dans ce cours qui précède le livre, c'est de répondre à la question des mutations sociales et sociologiques et anthropologiques même qui ont été entraînées par l'émergence du capitalisme marchand. Donc il fait un travail d'historien, un travail d'anthropologue, et il essaye dans ce travail de montrer les mutations sociologiques, anthropologiques, qui sont le fruit de la révolution industrielle. Alors derrière cette question, cette grande question, il y a une autre question plus politique. Polanyi, c'est aussi un militant communiste, ou plutôt socialiste, parce qu'il se distingue quand même beaucoup de ce qui se passe en Union soviétique à l'époque. Il est un fervent démocrate, et le régime stalinien ne lui convient pas. Néanmoins, il est clairement engagé politiquement dans l'idée de construire un monde nouveau, et surtout un monde qui ne soit pas le monde du fascisme. Et en fait, il vit dans ces années 30, années où en fait il y a deux contre-modèles qui émergent, le modèle communiste et puis le modèle fasciste. Et lui, il est absolument contre le fascisme. Et donc la grande question qui l'intéresse, c'est pourquoi le fascisme? Et donc il a beaucoup écrit d'ailleurs sur les causes de la montée du fascisme. Et pour lui,
le fascisme, eh bien, il est le produit d'une réaction à justement cette société de marché. Alors pour essayer de comprendre comment le fascisme arrive comme solution, on va dire, à cette société de marché, eh bien, il faut revenir sur justement les conditions d'émergence de cette société de marché et ce qu'elle a entraîné pour les gens. Alors tout d'abord, eh bien, il faut revenir sur ce que c'est qu'une société traditionnelle, comment elle fonctionne. Et ce qu'on constate, c'est que les sociétés traditionnelles sont des sociétés en général holistes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une société holiste? C'est une société dans laquelle l'individu n'a pas beaucoup d'importance, il doit en quelque sorte se soumettre au collectif. Alors cette soumission, elle passe par une soumission politique, bien sûr, il n'y a pas de démocratie dans les sociétés traditionnelles, mais elle passe aussi par la soumission à un certain nombre de valeurs, des valeurs collectives, religieuses ou culturelles, qui vont en quelque sorte inscrire l'individu dans un rapport au monde, qui est un rapport dans lequel bien, on n'existe pas par soi-même, mais on existe parce qu'on est dans une famille, parce qu'on est dans une religion, parce qu'on est dans un ordre social ou même économique, hein, puisque l'individu, en fait, doit remplir son rôle qui dépend de sa condition sociale, et bien, en fait, l'individu n'existe pas vraiment. Alors, dans ces sociétés, qui sont mues finalement par des valeurs non libérales, en réalité, hein, qui ne considèrent pas tout à fait l'individu comme un être autonome, eh bien, l'économie elle-même est soumise à tout un ensemble de règles sociales et culturelles. Et Polanyi en déduit que les marchés, dans ces sociétés-là, ils existent bien sûr. Il y a des marchés, c'est-à-dire des individus qui vendent et qui achètent librement sur une place de marché. On a d'ailleurs au Moyen-Âge des marchands qui vont faire du trafic, du commerce international, hein, dans tout le bassin méditerranéen et puis même plus loin, puisqu'on a déjà les routes de la soie qui en fait sont les routes qui permettent au commerce d'Asie et de Chine en particulier, aux marchandises de Chine d'arriver en Europe et vice-versa, hein, puisque bien sûr les transactions vont dans les deux sens. Les routes de la soie, il faut bien savoir qu'elles existent du temps de l'Empire romain déjà. Hein, donc elles continuent d'exister au Moyen-Âge et donc dans toutes les sociétés traditionnelles. Mais alors, il n'y a pas des commerçants qui vont directement d'Europe en Chine. En général, ce qu'on appelle les routes de la soie, c'est un ensemble de trafics en fait, de commerce qui vont de ville en ville et qui, du coup, permettent aux marchandises de passer d'un continent à l'autre. Alors donc, les marchands existent, bien sûr, le commerce existe, il se développe d'ailleurs beaucoup au Moyen-Âge. Il y a une certaine autonomie, une certaine liberté du marchand, bien sûr. Néanmoins, nous dit Polanyi, ces marchés-là, les marchés des sociétés traditionnelles, se retrouvent encastrés dans la sphère sociale et politique. Alors qu'est-ce que veut dire cette histoire d'encastrement? Eh bien ça veut dire en fait qu'ils n'ont pas d'autonomie. C'est-à-dire que concrètement, les lois du marché, les règles du marché sont soumises au pouvoir politique, voire aux principes religieux. Alors les religions sont aussi très importantes, elles impliquent tout un ensemble de règles que les marchands doivent respecter. Et de la même façon, le politique, eh bien, il contrôle les marchands, il contrôle l'économie, ne serait-ce que parce qu'il contrôle ses frontières, parce qu'il fait payer des droits pour les marchands, et puis parce que, bien sûr, le pouvoir politique, il peut parfois faire des emprunts forcés aux marchands. Vous savez qu'à l'époque, le marchand et la banque, c'est un peu la même chose, hein, c'est le même commerce, donc on peut tout à fait imposer aux marchands tout un ensemble de règles. Donc les marchés existent, mais ils ne sont pas totalement libres et ils sont donc encastrés dans l'univers social. Alors on constate aussi cet encastrement lorsqu'on s'intéresse à certaines marchandises particulières, et en particulier une marchandise extrêmement importante qui, par définition d'ailleurs, n'est pas une marchandise, c'est la question du travail. Aujourd'hui, on a tendance à parler du marché du travail comme si c'était une évidence, le marché du travail. Mais en fait, ce n'est pas du tout une évidence. Le travail, ce n'est pas le travail en fait qui s'échange, hein, c'est bien les personnes qui se soumettent à un patron. Hein, le contrat de travail, c'est un contrat de subordination, et il est bien entendu qu'on ne vend pas la personne. Hein, quelque part, qu'est-ce qui se passe? On contractualise un temps qu'on va mettre à disposition de son employeur en échange d'une rémunération, mais bien sûr en vérifiant que ce qu'on fait est conforme à... qu'on n'est pas entièrement soumis, ce n'est pas un système d'esclavage. Ce rapport employeur-employé, finalement, il est extrêmement encadré dans les sociétés traditionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas véritablement de marché du travail comme on peut l'entendre aujourd'hui.
puisque s'il y avait un marché du travail, ça voudrait dire qu'un employeur sélectionne tel ou tel employé, peut facilement licencier un employé pour en embaucher un autre, et inversement, les salariés peuvent décider de démissionner d'une entreprise pour aller dans une autre entreprise. Le principe même du marché, c'est que chacun décide librement à qui il achète, à qui il vend, et à combien la transaction se noue. Or, en réalité, dans les sociétés traditionnelles, eh bien, les rapports de type employeur-employé ne sont pas régulés par la marchandise, mais par tout un ensemble d'institutions sociales et politiques. Alors, si je prends par exemple la question des campagnes, finalement le principal travail fourni dans les sociétés traditionnelles, c'est bien le travail agricole. Or, comment se passe la relation entre le paysan et le propriétaire foncier? Ce n'est pas du tout une relation de contractuel de travail telle qu'on pourrait comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un contrat de travail d'ailleurs qui est organisé. Il y a, alors, au Moyen-Âge jusqu'au XIIIe, XIVe, jusqu'au XIVe siècle, on a souvent du servage, donc là un rapport de domination, mais qui n'est pas du tout un rapport de marchand, puisque le serf est attaché à sa terre, donc il ne peut pas travailler avec quelqu'un d'autre que le propriétaire de la terre, que le seigneur. Après le XIVe siècle, le servage disparaît en Europe occidentale, mais de la même façon, les paysans qui travaillent pour des propriétaires fonciers ne mettent pas en concurrence les propriétaires, et les propriétaires ne licencient pas leurs paysans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport marchand dans le sens où il y a un rapport, certes peut-être sans doute d'ailleurs de domination, mais qui ne s'inscrit pas dans une relation marchande. Ce qui veut dire aussi que le propriétaire et le paysan, ils ont chacun des obligations l'un envers l'autre et ils ne peuvent pas rompre la relation en disant bah, « écoutez, moi ça suffit, vous ne cultivez pas assez bien ma terre, eh bien je vais vous licencier et je vais prendre quelqu'un d'autre ». Donc il n'y a pas de concurrence dans ce système traditionnel d'organisation du marché du travail, si on peut dire, ou d'organisation du travail dans l'agriculture. Il n'y a pas de concurrence et d'ailleurs le propriétaire foncier ne vend pas ses terres, ou très rarement. Les terres restent dans la famille et le patrimoine foncier reste en général au cours du temps. Donc là aussi, il n'y a pas vraiment de mobilité et donc il n'y a pas vraiment de marché au sens où on l'entend aujourd'hui. Dans les villes, de la même façon, il n'y a pas vraiment de marché du travail. Dans une société traditionnelle, comment s'organise le travail dans les villes? Eh bien, ce n'est pas un travail agricole, c'est souvent un travail de corporation, c'est-à-dire voilà, de marchands, d'artisans. Et ce travail est en fait organisé sous la forme donc, de ces corporations dans lesquelles on rentre lorsqu'on est jeune, lorsqu'on commence à faire son apprentissage à 14 ans. C'est l'âge à lequel en fait, les enfants quittent leur famille ou commencent à travailler. Et puis ensuite, on devient compagnon, et puis on devient maître, etc. Et en fait, on fait toute sa vie dans une corporation. Et il n'y a pas de mobilité entre les corporations, donc il n'y a pas de mise en concurrence. On est dans une institution, la corporation, qui nous prend au début de sa carrière professionnelle et qui nous suit en fait pendant toute la carrière, entre guillemets, même aussi la question de la carrière n'est pas tout à fait, n'est pas envisagée ainsi. Mais on est en fait dans une institution et on travaille dans cette institution. Donc il n'y a pas de mise en concurrence, il n'y a pas de licenciement, bien sûr. On travaille en fait toute sa vie et on progresse dans la hiérarchie de sa corporation. Alors bien sûr, il y a aussi une forme de travail indépendant qui peut exister, voire des personnes qui vont louer leurs bras pendant les travaux d'été ou qui vont parfois travailler momentanément dans un endroit ou dans un autre ou qui vont parfois tout simplement pas travailler du tout. Et ça, c'est souvent les indigents, donc les personnes qui soit travaillent de temps en temps, soit ne travaillent pas du tout. Et là aussi, eh bien, il n'y a pas vraiment de marché du travail puisqu'il y a des systèmes d'aide sociale qui existent et qui permettent à ces indigents de survivre et en tout cas de manger à leur faim. Et ça aussi, on le voit dans toutes les sociétés traditionnelles, à tel point que Polanyi explique qu'on ne meurt pas de faim dans les sociétés traditionnelles, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, même s'il y a une certaine pauvreté, et il y a clairement des pauvres, et bien ces pauvres trouvent toujours à se nourrir parce qu'il y a un principe de solidarité qui existe dans toutes les sociétés traditionnelles, qui fait que les seuls moments où les gens meurent de faim, c'est lorsqu'il y a vraiment une famine. Et dans ce cas-là, oui, il y a des gens qui meurent de faim, et les pauvres, évidemment, meurent en premier, mais
hors période de famine, même personne meurt de faim, il y a toujours des systèmes d'assistance aux pauvres qui soient liés à la religion, parce que parfois c'est la religion qui assiste ou les religieux qui assistent les pauvres, parfois c'est le pouvoir politique, parce qu'il y a à Angers par exemple, on a l'hôpital Saint-Jean, qui n'était pas un hôpital où on soignait des gens, mais qui était un hôpital en fait, où on gardait, c'est un hospice en fait, où on gardait les personnes indigentes. Ça a été construit par le pouvoir politique, mais qui était mêlé au pouvoir religieux. Ou ça peut être parfois des solidarités familiales, qui peuvent tout à fait exister, qui font que les gens mangent à leur faim. Alors, ces sociétés traditionnelles, eh bien, progressivement disparaissent avec l'émergence du capitalisme marchand. Alors ce capitalisme marchand, il commence au XVIIe siècle, mais il va vraiment s'étendre surtout à la fin du XVIIIe, début XIXe siècle, au moment de la révolution industrielle, où un ensemble d'institutions sont transformées et où la société entière est transformée. Alors ce qu'essaye d'expliquer Polanyi, c'est que pour se mettre en place, le capitalisme, il a besoin d'organiser l'ensemble des rapports sociaux autour de la marchandise. Et donc pour cela, eh bien, il faut qu'il parvienne à créer des marchés sur pratiquement tout, et en particulier, je vais y revenir, sur le travail, la terre et la monnaie. Or, cela n'est pas possible dans le cas des institutions traditionnelles. Pourquoi ? Parce que justement, il y a tout un ensemble d'institutions qui encastrent le marché, qui empêchent le marché de se libérer totalement. Et donc il faut, pour organiser le capitalisme marchand, pour créer une société de marché, eh bien, il faut commencer par démanteler l'ensemble des institutions traditionnelles qui interdisaient l'émergence de ces marchés, et en particulier du marché du travail. Alors, la première chose qu'on fait, alors ça c'est très vrai en France, puisqu'on a une rupture claire avec la Révolution française, et cette révolution va entraîner la loi Le Chapelier en 1792, qui va interdire les corporations. Alors on avait déjà une tentative auparavant, d'ailleurs, en passant, le XVIIIe siècle, ce n'est pas un ancien régime et une révolution sans transition, même s'il y a clairement une transition brutale, mais il y avait déjà, chez les physiocrates, on en a déjà parlé, l'idée de laisser faire, d'émanciper le marché, et l'idée de casser un peu les corporations existait déjà avant la Révolution française. Mais bien sûr, dans l'Ancien Régime, eh bien, le système, on va dire, pas féodal, mais monarchique, mais ce qu'on appelle l'Ancien Régime, existait comme un tout, et c'était très compliqué de modifier des institutions sans en modifier d'autres. Donc la Révolution, c'est l'occasion de transformer profondément la société, donc de casser les corporations, mais aussi on va voir apparaître à ce moment-là, en France, mais pas qu'en France, aussi dans tous les autres pays, notamment en Angleterre, au Royaume-Uni, qui lui aussi commence à rentrer dans la révolution industrielle, on va avoir la suppression des systèmes d'assistance aux pauvres. Alors il y avait un grand débat en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, donc l'Angleterre qui est en avance sur la France, qui commence sa révolution industrielle dès le milieu du XVIIIe siècle, et qui se retrouve, de fait en partie de cette révolution industrielle, à voir apparaître un nombre de pauvres important dans les campagnes. Alors pourquoi plus de pauvres dans les campagnes ? Parce que la révolution industrielle s'accompagne d'une révolution agricole qui supprime l'emploi dans les campagnes. Alors les Anglais, ils avaient depuis très longtemps, en fait depuis tout le temps quasiment, même si ça a été remis en place par Élisabeth Ier au XVIIe siècle, ils avaient un système d'assistance aux pauvres. Les pauvres étaient protégés, on va dire, par la paroisse dans laquelle ils habitaient. Alors c'était ce qu'on appelait les lois sur les pauvres. Et ces lois sur les pauvres, elles interdisaient à ces personnes de bouger en fait, parce que quand on était pauvre dans une paroisse, si on quittait sa paroisse, bien, on perdait l'assistance. Et donc ça a entraîné une immobilité de la main-d'œuvre. Donc il fallait, pour mettre en place un véritable marché du travail, casser ce système de lois sur les pauvres de deux manières. D'abord en réduisant l'assistance aux pauvres, et puis surtout en permettant aux gens de trouver l'emploi là où il existait, c'est-à-dire dans les villes. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait transférer les emplois des campagnes vers les villes, puisque c'était dans les villes qu'il y avait la révolution industrielle, et donc qu'on avait besoin de main-d'œuvre ouvrière. On avait besoin de main-d'œuvre ouvrière, mais les conditions de travail dans les usines étaient effroyables à la fin du XVIIIe siècle. D'ailleurs, les enfants travaillaient très tôt, dès 5 ans, 6 ans. Souvenez-vous, dans l'Ancien Régime, dans les sociétés traditionnelles, on ne travaille pas à 5 ou 6 ans, on travaille à 14 ans, 13 ans éventuellement, mais au début de l'adolescence. On ne fait pas travailler les enfants.
Là, l'usine permet de faire travailler les enfants. Pourquoi elle le permet? Parce que justement, on casse les solidarités traditionnelles, on supprime les institutions d'assistance aux pauvres, et en fait, les gens ne vont pas travailler à l'usine tout contents parce qu'ils ont envie de le faire, mais ils y vont parce qu'ils sont contraints et forcés. Alors les réformes sur les lois sur les pauvres en Angleterre, elles datent des années 1830, 1834 je crois, et elles vont consister à quoi? Alors, non pas à supprimer toute assistance, mais cette fois-ci, on va obliger les personnes qui souhaitent de l'assistance de la paroisse à aller dans ce qu'on appelait des workhouses, c'est-à-dire des maisons de travail. Pourquoi? Parce qu'on interdit l'assistance à domicile. C'est-à-dire qu'on n'a plus des gens qui vont porter assistance aux personnes qui sont chez eux, ce qui était le système traditionnel. Maintenant, si vous voulez avoir de l'assistance de la part de votre paroisse, eh bien, ou de l'État, parce que ça se passe aussi par un transfert progressif de la religion à l'État, maintenant, il va falloir que vous alliez travailler dans une maison de travail où, évidemment, les conditions de travail étaient épouvantables. Donc là, on a des mères, des enfants qui se retrouvent dans ces maisons de travail parce que les pauvres, ceux qui ont besoin d'assistance, c'est souvent d'ailleurs des mères célibataires avec des enfants ou des familles très pauvres. Donc, il y a des enfants, et donc dans ce cas-là, on met tout le monde au travail. L'objectif de ces workhouses, c'était simplement que les conditions de travail soient tellement difficiles que les gens préféraient aller dans l'usine. Et comme les conditions de travail dans l'usine étaient déjà terribles, vous voyez bien ce que c'était le travail dans ces maisons de travail. Ces maisons de travail vont d'ailleurs, les dernières en Angleterre vont être supprimées après la Seconde Guerre mondiale. C'est un système qui aura duré plus de 100 ans. Alors le système d'assistance aux pauvres, il a changé au début du XXe siècle, mais on a encore des maisons de travail jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est, en cassant ces institutions, de permettre à l'ensemble des ressources nécessaires pour organiser l'activité économique d'être organisées sous forme marchande. C'est la raison pour laquelle on va passer d'un système où on commerce, où le commerce le commerce s'occupe essentiellement de marchandises, de produits finis, à un système où le commerce va toucher aussi la manière de produire. Et c'est là la transformation qu'apporte le capitalisme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de commercer librement des marchandises finies, mais il s'agit aussi de commercer librement ce qui permet de produire des marchandises. D'où l'extension du marché, au-delà de la marchandise, à ce qu'on appelle les facteurs de production. Et les facteurs de production, qu'est-ce qu'ils sont? Eh bien, c'est le travail. Donc, il faut que le travail devienne marchandise. Pour cela, eh bien, il faut casser ces institutions qui permettaient aux gens de ne pas travailler et de vivre quand même. Il faut libérer la main-d'œuvre, supprimer toutes les restrictions au mouvement de la main-d'œuvre, et il faut établir un véritable marché du travail dans lequel les prix soient le produit du rapport de force entre employeurs et employés. Ça veut dire qu'il faut aussi casser une autre institution qui existait au Moyen-Âge, c'est la régulation des salaires. Puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les corporations, les salaires sont négociés au plus haut niveau. On n'est pas payé individuellement, on ne négocie pas son salaire. Si on a un tel poste dans la corporation, on a tel salaire, et ça c'est institué même au niveau de l'État. Ou parfois au niveau de la ville, ça dépendait des systèmes, mais il n'y a pas de négociation du salaire. Donc là, il faut supprimer toutes les réglementations sur les salaires, il faut supprimer donc l'assistance aux pauvres, il faut libérer la main-d'œuvre pour qu'elle puisse passer d'une région à l'autre ou d'une ville à l'autre en fonction des besoins, des besoins de l'activité économique. Et donc tout ça implique d'utiliser le travail comme si c'était une marchandise pour pouvoir organiser l'ensemble de la production sous la forme d'une marchandise. Alors c'est ça que Polanyi explique, et pour lui, c'est ce passage de désencastrement du marché qui va donc sortir de la société, de la régulation sociale, qui va s'autoréguler, et pour s'autoréguler, il a besoin que non seulement la production soit marchande, mais que les facteurs de production soient eux aussi marchands. Et les facteurs de production, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le travail, c'est la terre et c'est la monnaie. Alors, je viens de parler du travail, mais la terre, c'est pareil. Il faut transformer la terre en marchandise. Qu'est-ce que ça veut dire transformer la terre en marchandise? Eh bien, ça veut dire que les gens doivent pouvoir vendre leur terre comme ils le souhaitent, et l'acheter comme ils le souhaitent, et qu'on va utiliser la terre maintenant comme un capital, et non pas comme un patrimoine familial qu'on va se transmettre de génération en génération.
Alors le problème, nous dit-il, c'est que terre, travail et monnaie ne sont pas des marchandises. Ce ne sont pas des marchandises parce que, par nature, elles n'ont pas été produites pour être vendues. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une marchandise? C'est quelque chose qui est produit dans le but d'être vendu. Or, le travail, c'est pas ça. Le travail, qu'est-ce qui fait produire le travail? Ben, c'est les gens. Et on ne fait pas des enfants dans le but de les vendre. Donc, il n'y a pas... le travail, finalement, devient une marchandise parce que on crée des institutions pour les rendre marchands. Pareil pour la terre. La terre n'a pas été créée, donc elle ne peut pas faire office de marchandise. Elle devient marchandise parce qu'on a décidé d'organiser ces facteurs de production sous la forme marchande. Pourquoi on l'a fait? Parce que c'est la logique du capitalisme marchand d'organiser l'ensemble de ses ressources sous la forme de marchandise, parce qu'en fait l'ensemble de la production est organisé sous l'angle de la marchandise. Alors évidemment, le problème, c'est que cela signifie qu'on va toucher à des choses ici, la terre, mais surtout le travail, qui sont profondément ancrées dans la société. Auparavant, on régulait socialement le travail pour des raisons d'humanité, pour des raisons sociales, pour des raisons de valeurs. C'était les valeurs sociales qu'on mettait en premier, les valeurs d'humanité simplement, qui faisaient qu'on ne pouvait pas laisser quelqu'un mourir de faim au prétexte qu'il n'avait pas envie de travailler. Dans le rapport capitaliste marchand, alors c'est l'inverse. Il faut à tout prix généraliser le marché et le généraliser jusqu'aux facteurs de production. Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est les valeurs sociales qui vont dépendre des principes marchands. C'est la raison pour laquelle Polanyi nous explique que ce qu'a fait le capitalisme, c'est d'une part, en premièrement, désencastrer le marché, c'est-à-dire sortir le marché de la régulation sociale en détruisant l'ensemble des institutions sociales qui l'encadraient. Mais dans un deuxième temps, eh bien, il a encastré la société dans le marché pour faire en sorte que les règles sociales, les institutions sociales ne soient pas contradictoires avec le marché. Et ça, évidemment, c'est une violence extrêmement forte. Je l'ai dit tout à l'heure sur les workouts en Angleterre, mais globalement, cette logique-là qui dit, eh bien, c'est la loi du marché qui domine les principes institutionnels, la démocratie, le rapport humain, la religion, etc., tout ça est d'une très forte violence. Et c'est la raison, nous dit Polanyi, pour laquelle, eh bien, par l'invention de ce capitalisme marchand, eh bien, on génère des forces d'opposition à cela et des réactions, ce qu'il appelle des contre-mouvements, qui vont avoir tendance à être en fait réactionnaires. Pourquoi réactionnaires? Parce qu'en fait, ils veulent revenir au monde d'avant. Et spontanément, lorsque on est contre une évolution contemporaine, eh bien, on est forcément orienté vers une idée de rétablissement des institutions détruites par le marché. Et il nous dit, Polanyi nous dit quoi? En fait, il nous dit, ça génère du fascisme. Et donc on revient sur la petite histoire, c'est-à-dire la grande réflexion de Polanyi, c'est pourquoi le fascisme dans les années 30? Eh bien, en fait, c'est des réactions, des contre-mouvements à un désordre institutionnel et social, qui est le produit d'une utopie, celle de vouloir organiser l'ensemble de la société par les forces du marché. Alors, quelques exemples de la pensée de Polanyi. Donc, premier exemple, lorsqu'il parle des marchandises fictives. Alors, je vais vous lire un peu le passage ici. Le point fondamental est le suivant. Le travail, la terre et l'argent sont des éléments essentiels de l'industrie. Ils doivent être eux aussi organisés en marchés. Mais ces marchés forment en fait une partie absolument essentielle du système économique. Mais il est évident que travail, terre et monnaie ne sont pas des marchandises. En ce qui les concerne, le postulat selon lequel tout ce qui est acheté et vendu doit avoir été produit pour la vente est carrément faux. C'est néanmoins à l'aide de cette fiction que s'organisent dans la réalité les marchés du travail, de la terre et de la monnaie. Ceux-ci sont réellement achetés et vendus sur le marché, leurs demandes et leurs offres sont des valeurs réelles, et toute mesure, toute politique qui empêcherait la formation de ces marchés mettrait ipso facto en danger l'autorégulation du système. La fiction de la marchandise fournit par conséquent un principe d'organisation d'importance vitale qui concerne l'ensemble de la société et qui affecte presque toutes ses institutions de la façon la plus variée. Ce principe veut que l'on interdise toute disposition ou tout comportement qui pourrait empêcher le fonctionnement effectif du mécanisme du marché selon la fiction de la marchandise. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a cette contradiction interne du système capitaliste. Il faut gérer l'activité économique par le marché, mais pour ça, comment on fait pour produire l'activité? On a besoin de ces facteurs de production, de l'argent. Alors, je n'ai pas parlé de l'argent, mais qu'est-ce que c'est acheter ou vendre de l'argent? C'est faire du crédit. Et le crédit aussi était encadré par des règles traditionnelles qui ne permettaient pas, notamment l'usure ou tout un ensemble de choses. Mais si on décide que l'argent
la terre et le travail doivent être organisés selon un système marchand, alors il faut casser tout un ensemble d'institutions et surtout empêcher de nouvelles institutions de renouveler cette protection naturelle qu'attendent les gens lorsqu'ils travaillent. C'est-à-dire que organiser le travail ou l'argent ou la terre sous le principe marchand pose des difficultés institutionnelles, des difficultés sociales et même des difficultés politiques, parce que ça suscite des revendications de personnes qui vont demander des institutions de protection, et ces institutions de protection, elles vont mettre à bas le système, le principe de l'autorégulation des marchés. Donc on est, nous dit Polanyi, en fait en face d'une contradiction. On veut gérer le travail comme si c'était une marchandise, mais le travail n'est pas une marchandise. Et donc on ne peut pas le faire. Autre exemple, toujours de Polanyi, la question agricole. Puisque la question agricole, c'est aussi une question importante. Le capitalisme marchand va chercher à casser les régulations de l'agriculture, et en particulier s'ouvrir au libre-échange. C'est notamment ce que veut faire Ricardo. Il veut supprimer ce qu'on appelle les taxes sur les grains, hein, donc le protectionnisme anglais qui imposait des taxes sur les importations de blé. Or, eh bien évidemment, tout cela détruit socialement l'agriculture. Voici ce qu'il dit, donc ici, page 243. En fait, le problème de la protection s'est posé pour les agriculteurs de pays entiers, de continents. Le libre-échange international, si on le laisse faire, doit nécessairement éliminer les producteurs agricoles par plein contingent et en quantité toujours plus grande. Une fois que les grands investissements entraînés par la construction de bateaux à vapeur et de lignes de chemin de fer ont donné leurs fruits, donc on est ici à la fin du XIXe siècle, des continents entiers se sont ouverts et une avalanche de grains est tombée sur la pauvre Europe. L'Europe centrale, confrontée à la destruction totale de sa société rurale, fut forcée de protéger sa paysannerie en instaurant des lois sur les céréales. Mais si on instaure des lois sur les céréales, c'est-à-dire si on fait du protectionnisme pour sauver sa paysannerie, eh bien, on empêche l'autorégulation du marché. Et donc, on va se retrouver devant des gens qui vont dire « Mais attention, tout ce que vous faites, c'est contraire au principe marchand. » Et puis, regardez, dans le pays d'à côté, eh bien, eux, ils n'ont pas de droit sur les céréales, ils n'ont pas de droit de douane, donc ils peuvent payer moins cher leurs ouvriers et on perd en compétitivité. Ça a toujours été le chantage. Excusez-moi, je n'ai pas mis la bonne diapo. Voilà, c'est ça le passage. Dernier élément, c'est finalement la conclusion de Polanyi. L'autorégulation du marché, nous dit-il, est en réalité une utopie. Notre thèse est que l'idée d'un marché s'ajustant lui-même était purement utopique. Une telle institution ne pouvait exister de façon suivie sans anéantir la substance humaine et naturelle de la société, sans détruire l'homme et sans transformer son milieu en désert. Inévitablement, la société prit des mesures pour se protéger, mais toutes ces mesures, quelles qu'elles fussent, compromirent l'autorégulation du marché, désorganisèrent la vie industrielle et exposèrent ainsi la société à d'autres dangers. Ce fut ce dilemme qui força le système du marché à emprunter dans son développement un sillon déterminé et finit par briser l'organisation sociale qui se fondait sur lui. Donc ça, c'est au tout début de l'introduction de Polanyi, c'est au moment où il présente sa thèse. Qu'est-ce qu'il dit ici dans ce passage? Il dit il y a une utopie, organiser l'ensemble de l'activité économique par rapport au marché, hein, sous la forme d'un marché autorégulateur, sauf que cela implique d'organiser l'ensemble de la société sous la forme d'un marché autorégulateur, c'est-à-dire de soumettre la société au marché, donc d'encastrer la société dans le marché, mais ça, c'est insoutenable politiquement. C'est insoutenable politiquement et même c'est insoutenable écologiquement, puisqu'il parle de transformer son milieu en désert. Ça aussi, ça pose problème. Quand on dit la terre est une marchandise comme les autres et que vous pouvez faire ce que vous voulez avec, eh bien ça veut dire aussi qu'on peut polluer la terre et ne pas s'en débarrasser. Et donc là aussi, la terre comme capital, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Tout ça, nous dit-il, est totalement insoutenable. Et comme c'est insoutenable, eh bien ça ne fonctionne pas. Et comme ça ne fonctionne pas, eh bien on met des systèmes de régulation, par exemple du droit du travail, par exemple des critères de pollution, etc. Mais tout ça, en fait, casse la logique d'autorégulation du marché et renforce la contradiction. Et donc à la fin, nous dit, ça finit par briser l'organisation sociale qui se fondait sur lui. C'est-à-dire que l'organisation sociale qui se fondait sur le marché ne parvient plus à exister, puisque le marché lui-même ne parvient plus à exister en raison des limites nécessaires à lui imposer pour sauver la nature, pour sauver la société, en fait. Alors, voilà, donc ça c'est une première approche de la société de marché, qui est l'approche de Karl Polanyi. Et puis je voudrais maintenant vous parler d'une deuxième approche, qui, vous allez voir, n'est pas en contradiction avec la première. D'ailleurs, Suppiot cite Polanyi, mais qui la complète. Alors, Alain Suppiot, c'est un juriste
un juriste nantais dont vous avez peut-être déjà entendu parler, professeur au Collège de France. Il a écrit un livre extrêmement important de mon point de vue, vraiment une œuvre majeure, qui s'intitule « La gouvernance par les nombres ». Alors ce livre, il est le produit d'une série de conférences qu'il a fait au Collège de France, conférences d'ailleurs que vous pouvez écouter parce qu'elles sont disponibles en audio sur le site de France Culture. Et donc dans ces conférences, et donc dans ce livre, La gouvernance par le nombre, eh bien, Suppiot essaye de comprendre, essaye de construire une philosophie du droit et comprendre notamment une chose, c'est comment le droit lui-même a changé. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a la même question que Polanyi, c'est les institutions sociales qui changent pour s'adapter au capitalisme. La question que pose Suppiot, c'est de savoir comment le droit fonctionnait dans les sociétés traditionnelles, au XVIIIe siècle, et comment le droit fonctionne aujourd'hui. Quelle est la logique de fonctionnement du droit aujourd'hui? Alors, il nous dit la chose suivante. Dans les sociétés précapitalistes, le droit est le produit de principes supérieurs. Ce qu'essaye de faire le juriste, c'est d'établir une société bonne selon un principe de bon qui est une forme de valeur qu'il appelle hétéronome. Hétéronome, ça veut dire elle est sur un autre plan. Alors, il explique que, dans ce livre, que le droit, dans ce cadre-là, il a une forme d'organisation mécanique. Il cherche à reproduire le mécanisme de l'horlogerie, par exemple, de faire quelque chose qui fonctionne, qui soit stable dans le temps, qui fonctionne parfaitement. Et cette perfection, elle vient de quoi? Elle vient de certains principes, de certaines valeurs sociales. Et on considère ainsi que, par exemple, si je prends une loi qui n'a pas beaucoup bougé, la loi de 1905 pour la laïcité, bon, cette loi-là, par exemple, fait partie des fondamentaux aujourd'hui, tels qu'on les conçoit dans notre organisation sociale. Cette loi sur la laïcité en 1905, eh bien, sa force, c'est justement, la raison pour laquelle elle est encore là, c'est qu'elle construit un rapport de la société politique, enfin du politique et du religieux, qui finalement est considéré comme un bien en tant que tel. C'est-à-dire qu'on considère qu'il ne faut pas mélanger religion et politique, en tout cas en France. D'autres pays, ce n'est pas du tout pareil, bien sûr, y compris des pays européens. Vous savez qu'il y a des religions officielles dans de très nombreux pays. Mais chez nous, en France, voilà, il faut séparer le politique du religieux. Donc on a cette loi. Ce qui prévaut à cette loi, c'est un principe de valeur supérieure de l'organisation sociale. Et ce principe, eh bien, il est donc hétéronome, c'est-à-dire qu'il ne se met pas sur le même plan que d'autres questions qui sont débattues, sur lesquelles on peut beaucoup plus discuter. En fait, ce qu'essaye de montrer Suppiot, c'est que le système juridique traditionnel est fondé sur ce principe d'hétéronomie, c'est-à-dire que hétéronomie, c'est l'idée que on a comment dire, le monde n'est pas plat. Le monde a une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs fondamentales qui sont supérieures à d'autres ou à d'autres comportements. Ces valeurs et ces institutions ne sont pas mises sur le même plan que le monde marchand. Pourquoi? Parce que le monde marchand, c'est l'inverse, c'est le monde plat, nous dit Suppiot, c'est-à-dire c'est le monde de l'équivalence. On essaye d'échanger des choses équivalentes. Donc, on transforme les valeurs en valeurs monétaires. Quand on dit les valeurs, on pense toujours à des principes, donc justement à une forme d'hétéronomie, alors que quand on est sur du marché, eh bien là, on réduit les choses à leur valeur marchande ou pécuniaire. Alors, ce principe d'hétéronomie, nous dit Suppiot, il est en fait fondamentalement ancré dans les sociétés, et on le retrouve dans un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire que des institutions elles-mêmes sont hétéronomes. Les institutions, elles ne sont pas sur le même plan que les gens. Et on peut le voir, alors ce n'est pas Suppiot qui le dit, ça c'est moi, mais on peut le voir notamment dans le fait que les personnes qui remplissent des rôles institutionnels importants portent un uniforme. Qu'est-ce que c'est que l'uniforme? Eh bien, c'est une façon de se distinguer des autres. C'est-à-dire que le policier, le magistrat, même les personnels politiques, ils portent un
un costume avec une cravate, ce que très peu de gens font en fait, hein, mais le fait de porter le costume, ou parfois les religieux aussi, ça veut dire qu'on n'est pas sur le même plan que les autres. C'est pas forcément, on peut penser qu'on est supérieur, mais c'est surtout qu'en fait on remplit une fonction. C'est pas soit en tant que personne qui est supérieure aux autres, c'est soit par la fonction qu'on remplit. C'est-à-dire que la fonction qu'on remplit, par exemple, on donne la justice, c'est une fonction qui socialement est très importante, et dans ce cas-là, quand on commence à rendre la justice, eh bien on est obligé de s'habiller comme un juge, et donc de se détacher en quelque sorte de soi en tant que personne. Ça montre l'hétéronomie. Ça montre le fait que les individus ou les choses ou les fonctions ne sont pas équivalentes dans une société pour qu'elles fonctionnent. Or, nous dit Suppiot, la société capitaliste marchande d'aujourd'hui nous fait perdre en hétéronomie et engendre un monde qui devient de plus en plus plat et dans lequel, finalement, les rapports sociaux sont des rapports d'équivalence et plus des rapports fondés sur des relations qui ne sont pas sur le même plan. Alors, pour lui, ce qui caractérise ce passage, c'est le passage du gouvernement à la gouvernance. Lorsqu'on passe à la gouvernance, nous dit Suppiot, eh bien, on généralise le principe d'équivalence et on organise une société autour de ce qu'il appelle le marché total. Qu'est-ce que c'est que le marché total ? Eh bien, c'est l'idée que l'ensemble des relations sociales sont finalement équivalentes, donc sont sur un même plan, et donc relèvent de la négociation marchande. Alors voici ce qu'il explique dans son livre, pages 48 et 49. Animée par l'imaginaire cybernétique, la gouvernance, donc c'est là qu'on réfléchit sur ce que c'est que la gouvernance ne repose plus, contrairement au gouvernement, sur la subordination des individus, mais sur la programmation. Donc on n'a plus de subordination, donc c'est là qu'on n'a plus de hiérarchie en quelque sorte, mais on a une programmation. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le travailleur subordonné agit conformément aux règles qui lui ont été prescrites, tandis que le travailleur programmé réagit aux informations qui lui parviennent de son environnement. Ce passage de la subordination à la programmation est tout à fait central dans la représentation contemporaine de l'agir humain. À la différence du plan, qui impliquait l'intervention hétéronome d'un planificateur, c'est le mécanisme de l'horlogerie, le programme permet de penser des systèmes homéostatiques et autoréférentiels, d'où son succès en biologie, où le programme génétique a remplacé avantageusement le plan divin, comme en gestion, où il permet de faire l'économie de la figure du gouvernant. Pour expliquer l'action d'un homme ou d'un parti politique, on ne se réfère plus dans la langue journalistique à son idéologie, à ses principes, ça c'est des choses hétéronomes, mais à son logiciel, son ADN ou son code génétique, voire à son disque dur. Donc passer du gouvernement à la gouvernance, ça veut dire supprimer une forme de hiérarchie, hein. Les gens ne sont plus subordonnés, les gens vont agir ou réagir, nous dit Suppiot plus précisément, et on va faire en sorte de les conditionner pour qu'ils s'adaptent à l'environnement de manière, si vous voulez, un peu autonome, et non pas qu'ils évoluent librement dans un cadre qu'on leur a déterminé. Alors voici un petit tableau qui est aussi dans le livre de Suppiot qui permet de montrer les différences de vocabulaire entre le gouvernement et la gouvernance. On parle de peuple dans le gouvernement, on parle de société civile dans le vocabulaire de la gouvernance. On parle de souveraineté dans le gouvernement, on parle de subsidiarité dans la gouvernance. On parle de territoire ou d'espace, de loi ou de programme. Alors typiquement, la loi, elle interdit, elle contraint, donc elle subordonne. Le programme, il propose, il crée une forme de dynamique dans le temps. Hein, ce n'est pas tout à fait la même chose. La liberté, d'un côté, la flexibilité de l'autre. La morale, d'un côté, l'éthique de l'autre. La justice, l'efficacité. Le jugement, l'évaluation. La règle, l'objectif. La réglementation devient la régulation. La représentation devient la transparence. Le travailleur devient le capital humain. La qualification devient l'employabilité. Le syndicat ou les syndicats deviennent des partenaires sociaux. Et la négociation collective devient du dialogue social. Alors, il est beaucoup dans le champ du droit, là aussi, parce que c'est un juriste, hein, mais on pourrait ensuite continuer sur la manière dont on change de vocabulaire. Et quand on change de vocabulaire, eh bien on change les représentations et surtout on change la logique.
Un autre exemple qu'il ne dit pas ici, c'est le travailleur, ou le salarié, pardon, qui devient le collaborateur. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on supprime la référence à la subordination pour dire, voilà, on est à égalité. Évidemment, c'est évidemment pas le cas. Alors, que va-t-il se passer dans le monde de la gouvernance, nous dit Suppiot? Eh bien, dans le monde de la gouvernance, il y a un certain nombre de repères qui s'effacent. Le premier repère, c'est la loi elle-même. La loi, je vous l'ai dit, a priori, dans le principe traditionnel, la loi sert à dire le bien, ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut interdire. Et dans le cadre de cette loi, eh bien, les gens sont libres d'agir. Mais dans la gouvernance, en fait, les gens ne sont jamais libres d'agir. Les gens doivent être incités à faire au mieux, à aller vers l'efficacité. Et pour les inciter à aller vers l'efficacité, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà repenser la loi. Et la loi ne va pas dire le bien, mais elle va elle-même chercher à devenir performante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on va, par exemple, s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, ou je ne sais où. Et puis, on va dire, ben, eux, ils ont un système législatif qui est plus performant que le nôtre. Plus performant, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les gens sont mieux conditionnés à être performants, à être efficaces. Donc la loi, elle-même, peut être ou non performante, ou non efficace. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut la changer. Et donc, on va changer les lois. On va les changer systématiquement. Pourquoi? Pour les adapter, pour adapter notre système législatif de plus en plus au monde qui lui-même change. J'entends parfois les députés dire « Ah, ben, c'était une vieille loi, elle date des années 80, il faut la changer. » Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus adaptée. Pourquoi? Parce qu'il faut changer, en fait. Vous voyez? Si on était sur un principe de valeur transcendante, eh bien, la loi, soit elle est conforme à ses valeurs, soit elle n'est pas conforme à ses valeurs. Dans ce cas-là, une fois qu'on a construit une loi qui est conforme à des valeurs qui sont à peu près intangibles, alors on n'a pas de raison de la changer. Je vous ai parlé de la laïcité, qui reste une loi fondée sur ce principe-là. Mais le droit du travail, regardez comment il change. Tous les 2 ans, on nous change le droit du travail. Pourquoi? Parce qu'on a des lourdeurs, parce que notre système de droit du travail est trop épais, ou l'interdit des libertés, ou en Allemagne c'est mieux, ou aux États-Unis c'est mieux. Bref, on est obligé, au nom de la performance, de sans cesse modifier nos lois. C'est-à-dire que ce qui conditionne le droit du travail, c'est plus du tout un principe de valeur transcendant, mais c'est un principe d'efficacité. Et là, on passe dans la gouvernance, alors qu'on était auparavant dans le gouvernement. Si on a un système législatif qui perd son hétéronomie, bien sûr, il devient instable, il devient mouvant, il se modifie tout le temps, et il crée une forme d'insécurité juridique. On ne sait plus à quelle loi se référer. Alors, évidemment, on pense, mais c'est un peu particulier, mais vous voyez ces règles sanitaires qui changent tout le temps, constamment, et qui créent une insécurité chez les gens. Alors, demain, on pourra aller sortir jusqu'à 23h. Bon, super, mais avant, on ne pouvait pas. Enfin, alors, on n'est pas tout à fait dans la même idée, puisqu'il s'agit d'une crise sanitaire, mais tout de même, la manière dont l'État français s'est très facilement plongé dans cette forme de gouvernance de la crise sanitaire est assez symptomatique d'un système qui finalement, spontanément, va vers là. C'est-à-dire que là aussi, les règles ne cessent de changer et toujours de chercher à s'adapter pour être meilleur, plus efficace, pour concilier la stratégie sanitaire avec la résilience économique. Nous, à l'université, on a eu des protocoles qui n'ont pas arrêté de changer. Un coup, il fallait faire les examens en ligne, mais les TD, c'était pas possible. Enfin, il fallait faire les examens en présentiel, mais les TD, il fallait les faire en ligne. Donc ça, c'était la situation en novembre-décembre. Et puis en mars, cette fois-ci, les TD, ils peuvent être en présentiel, mais alors les examens, ils doivent être en ligne. Bon, pourquoi? On ne sait pas. Mais voilà, c'est le principe, il faut s'adapter. La règle d'hier n'est forcément plus valide, on peut l'améliorer, et on ne cesse de l'améliorer, et donc de changer les protocoles. Évidemment, tout cela crée quoi? Crée une insécurité juridique, une instabilité et une grande angoisse chez les gens, bien sûr. Mais cette angoisse-là, qu'on a vue de manière caricaturale à l'occasion de la crise sanitaire, en fait, elle existe structurellement, puisque dès qu'il y a un nouveau gouvernement, il va dire à la fin de son mandat, regardez comme j'ai réformé, regardez les tonnes de lois que j'ai produites, le code du travail n'a plus rien à voir, tout un ensemble de codes ont changé, la performance
l'efficacité d'un gouvernement maintenant se mesure au nombre de lois qu'il a fait. Sans qu'à aucun moment on se pose la question de savoir est-ce que ces lois sont nécessaires, au nom de quelles valeurs elles sont décidées. Et très souvent, les valeurs qui sont décidées, c'est « ah bah c'était vieux, il fallait renouveler notre législation, et quand ce n'est pas, eh bien il faut qu'on soit plus performant que les autres, et notamment que l'Allemagne, et donc il faut qu'on copie en quelque sorte son modèle. » Pensez à la manière dont on nous a vendu les grandes régions, parce qu'on est dans une élection régionale. Les fusions des régions, c'était pourquoi il faut fusionner les régions? Ah bah on va gagner en efficacité, et puis vous voyez, en Allemagne, ils ont des grandes régions. Bon, alors les gains de l'efficacité ne sont pas du tout démontrés par ailleurs. Et puis voilà, maintenant on a des grandes régions. Voilà. Ça a été quand même compliqué à faire ça. Voilà. Donc, et là on appelle ça, ensuite on a renforcé la démocratie régionale et la démocratie locale. Alors évidemment, cette insécurité qui est liée à un environnement juridique qui ne cesse de changer, eh bien, elle est aussi le produit, comme chez Polanyi, de la disparition progressive des institutions sociales. Et pourquoi les institutions sociales disparaissent? Eh bien parce qu'elles sont elles aussi entraînées dans le principe du marché total à devenir efficaces. Qu'est-ce que ça veut dire devenir efficace? Ça veut dire coûter moins cher et produire mieux. Alors j'ai déjà parlé du droit du travail, mais le principe du droit du travail, c'est bien de soumettre notre droit à des principes de compétitivité et d'efficacité pour faire en sorte que les gens travaillent pour moins cher et soient plus soumis aux principes marchands. Alors, qu'est-ce que tout cela produit? Subio nous dit, en fait, tout cela produit en fait une insécurité sociale qui conduit les gens à chercher la protection auprès d'autres personnes. Et qu'est-ce que ça signifie, cette protection? Eh bien, c'est le retour d'une forme d'allégeance et de féodalisme. C'est-à-dire que le système institutionnel tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée de programmer les gens à être efficaces, de détruire toute la sécurité et de produire un monde extrêmement instable, crée une telle insécurité que les individus vont chercher à se protéger en prêtant allégeance à des personnes plus puissantes qu'eux. Alors voici ce que Subio écrit. D'abord, on va casser le principe de solidarité. Le principe de solidarité est aujourd'hui le principal obstacle auquel se heurte le marché pour s'imposer totalement face à l'ordre juridique. Esprit supérieur, quoique supérieurement borné, Hayek l'avait compris et a écrit en des termes on ne peut plus clairs. Selon lui, la solidarité est un instinct hérité de la société tribale, dont il faut se défaire pour qu'advienne à l'échelle du globe le règne de la catalaxie, c'est-à-dire l'ordre engendré par l'ajustement mutuel de nombreuses économies individuelles sur un marché. Une grande société, écrit-il, n'a que faire de la solidarité au sens propre du mot, c'est-à-dire de l'union de tous sur des buts connus. Elles sont même incompatibles. Cette incompatibilité est de fait réelle si l'on poursuit le projet du marché total. Visant la liquidité du capital humain, un tel projet exige la liquidation de toute forme de coalition humaine qui sont propres de la solidarité. Donc premièrement, nous dit Subio, qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement ce que disait Polanyi en fait, il le dit autrement. On supprime les systèmes de solidarité parce qu'ils sont des entraves au marché. Il faut que l'individu soit seul face à marché et cherche à maximiser son utilité personnelle. Et donc pour cela, il faut supprimer ces logiques tribales que sont les principes de solidarité. Alors le problème, comme j'ai dit, c'est que ça va créer une nouvelle forme de féodalisme. Et là aussi, il suffit de lire Subio. Face à la crise du rule of law, donc de la règle de la loi, et aux impasses de la gouvernance par les nombres, le gouvernement par les hommes refait surface sous des formes inédites. En Europe, le reflux du gouvernement par les lois s'accompagne d'une résurgence de la structure juridique féodale. Dès lors que leur sécurité n'est pas garantie par une loi s'appliquant également à tous, les hommes n'ont plus d'autre issue, en effet, que de rechercher cette garantie dans des liens d'allégeance qu'ils tissent entre eux. Faire allégeance permet d'obtenir la protection de plus puissants que soi, tandis qu'accorder cette protection permet d'obtenir le soutien de moins puissants que soi. L'allégeance s'installe dans les faits avant de trouver sa traduction juridique. Elle est aujourd'hui à l'œuvre aussi bien dans le réseau de dealers des zones de guerre ou les zones de guerre civile que dans les partis politiques, aussi bien dans les liens qui soumettent le personnel politique à l'emprise de la finance que dans la dépendance des entreprises filiales
ou sous-traitantes à l'égard de leurs donneurs d'ordre. En sapant l'hétéronomie de la loi, la gouvernance par les nombres ne fait pas advenir le règne de la pure autonomie individuelle, mais donne le jour à des réseaux d'allégeance où le public et le privé se mêlent. Résultat évidemment ironique du point de vue des idéaux contemporains, puisque c'est la quête d'un pouvoir impersonnel qui conduit en fin de compte à la résurgence sous des formes nouvelles de l'allégeance comme mode central de gouvernement. Suppé nous dit la suppression de cette hétéronomie, de ces principes transcendants en quelque sorte dans l'organisation de l'ensemble de la société, et la transformation de ce système fondé sur cette transcendance en un système d'égale équivalence fondé sur le marché, crée une telle insécurité qu'il pousse les gens à chercher des allégeances et qu'il reconstruit une forme de société féodale, qui est en fait complètement archaïque. Et c'est là où les modernes finalement deviennent des archaïques. Ce qu'il appelle les gouvernements par les hommes, c'est justement l'idée qu'on n'est plus soumis à des règles, mais à un supérieur. Donc on n'a plus l'hétéronomie dans la loi et dans le système de société, mais on retrouve de l'hétéronomie dans les rapports humains, en fait, dans ce système-là. Alors, dernier élément de la société de marché, c'est le principe de la grande société. Alors, si vous avez noté tout à l'heure, Hayek parlait de la grande société. Suppiot citait Hayek qui parlait de la grande société. À quoi Hayek faisait-il référence lorsqu'il parlait de la grande société? Eh bien, il faisait référence à ce livre de Graham Wallas, un Anglais qui était un psychologue social, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéressait à la psychologie sociale, donc à la manière dont, globalement, la société fonctionne. Eh bien, il a publié en 1914 ce livre, The Great Society. Alors, dans ce livre, eh bien, il cherche justement à comprendre les limites de la mondialisation. The Great Society, qu'est-ce que c'est? La grande société, c'est la société de la mondialisation. Et dès 1914, eh bien, cette personne, Wallace, s'interrogeait sur la manière d'organiser les rapports sociaux dans un monde économique organisé selon la logique de la division du travail, alors même que l'être humain en quelque sorte, avait évolué dans un cadre institutionnel qui était beaucoup plus restreint, qui était celui du village traditionnel. Donc l'être humain, qu'est-ce que c'est? C'est un être social, mais d'une sociabilité qui est une socialité de proximité. Or, la grande société, c'est-à-dire la société capitaliste, marchande, cette mondialisation, eh bien, elle s'organise autour de rapports abstraits engendrés par la division du travail à l'échelle internationale. Et dès lors, se pose la question de savoir comment on va construire des institutions qui vont permettre à l'individu, aux gens en fait, de se retrouver dans une société humaine, alors même que les rapports sociaux et économiques qu'ils ont, ils les ont avec des gens qu'ils ne connaissent absolument pas, puisqu'ils sont aux quatre coins du monde. Alors, si je vous parle de ce livre, c'est parce qu'en fait, il est au cœur du néolibéralisme. Parce que le livre The Good Society, la cité libre de Lippmann, dont j'ai déjà parlé, c'est une réponse directe aux questions de Wallace. Qu'est-ce qu'a voulu faire Lippmann? Il a voulu essayer de nous poser la question de comment on organise la société lorsque les rapports économiques ne sont plus des rapports entre des gens qui se connaissent, qui appartiennent au même village, mais des rapports entre des gens qui ne se connaissent pas et qui sont sur des continents différents. Eh bien, Wallace disait, il faut réorganiser un gouvernement un peu paternaliste qui accompagne les gens, on va dire, dans cette société, qui les protège en partie d'ailleurs des fluctuations du marché, mais seuls les experts pourront comprendre le fonctionnement de la société. Et donc, quelque part, c'est ce que disait Wallace, il faut leur gouvernement des experts bienveillants, qui vont chercher à accompagner l'être humain dans sa transition du village tribal, on peut dire, vers la société globale. Et c'est ainsi que s'est construit le néolibéralisme. C'est la raison pour laquelle il y a ce pilier social dans le néolibéralisme. C'est essayer de comprendre comment protéger l'être humain dans un monde global. Voici ce que Wallace dit dans son livre. Il y a 50 ans, donc il écrit en 1914, souvenez-vous donc, il y a 50 ans, donc au milieu du XIXe siècle, les gens de terrain qui faisaient naître la grande société pensaient, quand ils avaient le temps de réfléchir, qu'ils offraient ainsi une existence considérablement meilleure à l'ensemble de la race humaine. Les hommes étaient des êtres rationnels, et ayant connu un pouvoir illimité sur la nature, ils l'utiliseraient certainement pour leur propre bien. La grande société, même si elle privait les hommes d'une partie du romantisme et de l'intimité de la vie, pensait-il, au moins leur apporter, devait, pensait-il, au moins leur apporter une sécurité accrue
qui serait bien plus qu'un juste retour des choses. La famine serait impossible lorsque n'importe quel ouvrier pourrait acheter de la farine et du bacon provenant du marché mondial, dans le magasin de son village. Les guerres seraient peu nombreuses et courtes si elles représentaient un désastre pour le système financier international. Mais maintenant que le changement est arrivé, presque personne n'y pense avec le même enthousiasme. La famine a, il est vrai, disparu de la grande société, mais il reste la possibilité toujours présente de dépression généralisée et incontrôlable des échanges commerciaux. Les intervalles entre les grandes guerres s'allongent, apparemment, mais jamais les dépenses d'armement n'ont été aussi importantes et la peur de la guerre aussi forte. On est en 1914, il avait raison de dire ça. Voici sur quoi il termine. L'anxiété plus profonde de notre époque provient d'un doute plus ou moins clairement perçu sur la question de savoir si cette évolution va elle-même dans la bonne direction. Certes, la division mondiale du travail, la réorganisation des rapports sociaux autour de rapports marchands nous donne de la prospérité. Mais elle nous angoisse. Elle nous angoisse profondément parce que justement, on n'est pas fait pour vivre dans une telle société. Alors voici les trois aperçus, trois approches de la société de marché. J'espère qu'après ces approches, on comprend mieux de quoi on parlait. J'espère que vous trouvez dans ces illustrations, ces réflexions, des choses qui vous parlent de la société d'aujourd'hui. Parce qu'on est bien, de mon point de vue, dans une société de marché, et c'est bien le problème. Alors, pour essayer de terminer cette conférence sur des choses un peu plus concrètes, je voudrais étudier la société de marché que l'on connaît la mieux, c'est la société européenne. Et l'Union européenne, eh bien, elle a construit un mode de gouvernance néolibéral. Alors, comment elle l'a construit? Bien, progressivement, mais de mon point de vue, la rupture se fait en 1986 avec la signature de l'acte unique qui va entraîner la constitution du marché unique. Quels sont les piliers de ce marché unique aujourd'hui? Eh bien, c'est les mêmes piliers que ceux du néolibéralisme, c'est-à-dire la concurrence, le libre-échange, l'économie sociale de marché, une politique monétaire qui vise à se préserver de la hausse des prix, c'est-à-dire à lutter contre l'inflation. Donc on a ici, souvenez-vous, les 4 piliers. On a aussi d'ailleurs d'autres piliers politiques comme l'état de droit, le principe d'équilibre budgétaire, toutes ces choses, souvenez-vous, que j'ai déjà présentées lorsque je vous ai présenté le temple du néolibéralisme. La deuxième idée du marché unique, c'était d'approfondir la libre circulation des marchandises. Auparavant, dans le marché commun, on permettait de faire circuler librement uniquement les biens et les services. Mais avec le marché unique, on approfondit cette extension du marché en l'étendant maintenant non plus simplement aux biens et aux services, mais aussi au capital et au travail, c'est-à-dire aux facteurs de production. Et là, on voit directement la référence à Polanyi. Ce que c'est que le marché unique, c'est ni plus ni moins que l'organisation du marché, du travail et du capital à l'échelle européenne. Et donc, permettre la libre circulation du travail, donc des travailleurs, permettre le portage des droits, permettre le travail détaché, permettre le financement d'investissements dans tous les pays lorsque vous êtes dans un pays européen, c'est-à-dire vous pouvez financer, prêter à un Grec, un Allemand ou un Italien, et de même façon vous pouvez emprunter, d'ailleurs dans la même monnaie, c'est là aussi la monnaie unique qui renforce ce principe-là, vous pouvez emprunter dans tous les pays. Donc on organise une liberté de circulation de deux marchandises qui, en fait, ne sont pas tout à fait des marchandises, puisque c'est l'argent et le travail. Je pourrais aussi mettre un mot sur la terre et sur la nature, qui elle aussi est assez marchandisée. Pensez par exemple à la manière dont on essaye d'organiser sous forme de marché les émissions de CO2. Puisque l'Union européenne, en 2005, a créé ce qu'on appelle le marché du carbone, c'est-à-dire le marché des droits à polluer. Donc là aussi, on marchandise la pollution. C'est une manière de traiter le principe. Donc vous voyez que cette idée qu'on va organiser l'ensemble de la société selon les principes du marché, eh bien ça touche la nature, ça touche le travail, ça touche le capital, et ça touche bien sûr les marchandises. Mais ça, c'était déjà le cas auparavant. Alors quelles ont été les conséquences du marché unique? Et c'est ça qui m'intéresse ici, pour essayer de démontrer les dysfonctionnements actuels de l'Union européenne. Lorsqu'on permet pas simplement aux marchandises de circuler librement, mais aussi au capital et au travail, alors on produit ce qu'on appelle des effets d'agglomération. Alors qu'est-ce que c'est que les effets d'agglomération? Bien, c'est l'idée que lorsque vous êtes proche d'une zone industrielle importante,
eh bien, votre activité industrielle sera plus productive et plus efficace. Le principe de l'effet d'agglomération est un principe qu'on connaît en économie depuis très longtemps, qui explique d'ailleurs l'existence de zones industrielles. C'est que quand vous avez des usines qui sont proches géographiquement les unes des autres, elles vont faire émerger ce qu'on appelle des externalités positives, c'est-à-dire qu'elles vont s'accompagner dans leur développement et s'entraider. Alors elles le font de deux manières qu'on peut assez facilement comprendre. La première, c'est que très souvent dans l'industrie, on a des sous-traitants. On est à la fois le client et l'acheteur d'un autre produit industriel, puisque très peu d'usines produisent de la matière première, un objet fini à partir de la matière première. Très souvent, en général, Renault achète de l'acier à un manufacturier, achète des pneus à Michelin, et puis a besoin de personnes pour produire des éléments de sa voiture. Donc on a en fait tout un écosystème industriel qui se produit. Si cet écosystème, si chaque sous-traitant il se trouve à des milliers de kilomètres, on aura des coûts logistiques qui vont être très importants. Si on regroupe tout l'écosystème dans un même endroit, alors bien sûr on économise ces coûts logistiques, on peut plus facilement se parler, on peut plus facilement communiquer, et donc on a des gains importants. Un autre effet d'agglomération, c'est le principe des infrastructures. Quand vous avez beaucoup d'usines qui sont au même endroit, eh bien vous allez avoir des systèmes de transport qui vont être plus rentables et qui vont mieux fonctionner. Si vous êtes proche d'un port, eh bien, ce port vous donnera accès aux débouchés dans le monde entier, et inversement, vous pourrez faire venir vos matières premières du monde entier également. Donc on a besoin, on va dire, et le port sera d'autant plus efficace qu'il y a beaucoup d'industries autour. C'est-à-dire que l'industrie a besoin du port, mais le port a aussi besoin de l'industrie. Dernier élément, le marché du travail. Le fait d'avoir beaucoup d'usines dans un même endroit fait que les ouvriers vont spontanément venir dans cet endroit pour trouver du travail, ou ils vont partir d'une usine et facilement se faire embaucher dans une autre usine. Si vous voulez construire une usine au fin fond de la Creuse, vous allez avoir du mal à trouver des ouvriers, parce qu'il y a peu d'ouvriers en Creuse. Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont déjà là où il y a des ouvriers, c'est-à-dire dans le secteur industriel. Donc ces effets d'agglomération, en fait, ils produisent une efficacité supérieure là où il y a de l'industrie. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? C'est ce phénomène d'agglomération, c'est cela. C'est-à-dire que là où il y a de l'industrie plus dense, on a tendance à voir naître de nouvelles usines. Donc, c'est ça l'effet d'agglomération. C'est-à-dire que là où il y a des usines, il y a de nouvelles usines qui apparaissent parce qu'on est plus efficace à travailler, à investir une usine, à produire une usine là où il y a déjà des usines que de manière isolée. Et donc, ça va permettre de développer ce qu'on appelle aussi des facteurs de production territoriaux. Alors, que ce sont les facteurs de production territoriaux ? C'est tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire les systèmes de transport, les systèmes de formation, par exemple. C'est le même problème pour la main-d'œuvre. Et puis même le fait qu'on a beaucoup de sous-traitants autour, et ça aussi, on peut considérer que c'est une forme de facteur de production territoriale. Quand on a ça, il faut bien comprendre que le capitalisme industriel, il s'est construit de manière non homogène sur le territoire européen. Il y a des zones industrielles qui ont été le produit de l'histoire. Dans la vallée du Rhin, par exemple, on a beaucoup d'usines. La vallée du Rhin, c'est du côté allemand, mais c'est aussi un peu du côté français. Et puis, où va la vallée du Rhin ? Elle débouche dans le port de Rotterdam, qui est le premier port d'Europe. Donc là aussi, si vous avez une usine dans la vallée du Rhin, non seulement vous avez beaucoup de sous-traitants à côté, mais ensuite vous avez de quoi transporter facilement vos marchandises ou importer vos matières premières. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'on libère les mouvements de capitaux et le travail, spontanément le capital, où est-ce qu'il va aller ? Il va aller là où il y a déjà du capital industriel. Alors, pas tout le capital. Bien sûr, vous n'allez pas ouvrir un supermarché, tous les supermarchés au même endroit le long de la vallée du Rhin, ça n'a aucun sens. Parce que les supermarchés ils doivent être proches de la clientèle, des consommateurs, donc proches des villes. Mais lorsque vous pouvez produire un bien industriel quelque part et le vendre dans le monde entier, vous n'allez pas le produire là où ce n'est pas efficace. Avant le marché unique, les pays pouvaient mettre en œuvre des politiques industrielles. Par exemple, en France, on a pu décider que l'aéronautique, ce serait à Toulouse. À Toulouse, il n'y avait pas beaucoup d'industrie à l'époque. Pas grand-chose, c'est pas proche d'un grand port, c'est éloigné de tout. Pourquoi on a mis l'industrie aéronautique à Toulouse ? Après la Première Guerre mondiale, parce qu'on se méfiait des Allemands. On s'est dit, autant être loin des Allemands. Mais aussi, dans une logique de développement territorial. Il ne faut pas que l'industrie soit entièrement concentrée dans le nord et dans l'est de la France. Il faut aussi que d'autres zones, d'autres régions puissent en avoir de l'industrie.
Pourquoi? Parce que ça évite tout un ensemble de tensions sociales et sociétales et politiques. Le fait que, par exemple, ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle, c'est que les paysans de province perdaient leur emploi parce que les petites usines où l'emploi agricole disparaissait, comme souvent, mais aussi les petites usines rurales disparaissaient elles aussi, victimes, grâce à l'amélioration des coûts du transport, à la baisse des coûts du transport. En fait, les grandes usines devenaient plus efficaces. Et donc, le petit emploi industriel a disparu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle? Les gens sont partis de leur région et ils sont allés dans les grandes villes. Ça a été très compliqué à gérer. Et ça, c'est vrai dans tous les pays à la fin du XIXe siècle. Donc, c'est là qu'on a vu apparaître la désertification française. Donc, pour contrebalancer ça, alors bien sûr, on a construit des logements, on les a accueillis, on a eu des grandes métropoles comme Paris qui ont explosé en termes de population. Mais en même temps, on se dit, ça serait quand même pas mal que les gens ne partent pas de chez eux et qu'ils trouvent de l'emploi là où ils sont. Et donc, on a suscité des politiques industrielles d'aménagement du territoire pour réorganiser l'ensemble de la société. En 1986, lorsqu'on a décidé du marché unique, on n'a pas pensé à tout ça. On a pensé qu'il fallait la concurrence libre et non faussée. Concurrence libre et non faussée veut dire on ne met pas de politique d'aménagement du territoire. Il faut que le capital s'investisse de lui-même là où il est le plus efficace. Et donc, il ne faut pas que l'État intervienne pour modifier les arbitrages des industriels quant à la localisation de leurs usines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a renforcé les effets d'agglomération. Le capital qui aurait pu s'investir en Grèce avant 1986, parce qu'il n'y avait pas de libre circulation du capital. Donc, si vous avez de l'argent à investir dans une usine en Grèce, vous n'avez pas le choix. C'était plus rentable pour vous de le faire directement en Grèce. Mais avec la disparition des frontières et la monnaie unique, finalement, ça devient beaucoup plus efficace pour un Grec d'aller investir dans la vallée du Rhin, du côté allemand de préférence d'ailleurs, qu'en Grèce. Et donc ces effets d'agglomération, ils ont produit un autre effet, qui est un effet de polarisation. C'est-à-dire que là où il y avait peu d'industrie, eh bien l'industrie a disparu, et là où il y avait beaucoup d'industrie, eh bien l'industrie s'est renforcée. C'est ce phénomène de polarisation qui explique que l'espace économique européen, au lieu de s'uniformiser, se polarise, c'est-à-dire que les régions les plus industrielles gagnent en industrie et les régions les moins industrielles perdent le peu d'industrie qui leur reste. Et ça entraîne des conséquences économiques, politiques et sociales et démographiques. Je vais maintenant vous montrer quelques schémas pour vous expliquer tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé depuis le marché unique. Alors le marché unique, je vous l'ai dit, il est décidé en 86, mais en fait, il va se mettre en place très progressivement au cours des années 90. Et on peut dire qu'avec l'apparition de l'euro en 99, on a vraiment le libre mouvement des capitaux et du travail qui est à peu près instauré. Parce qu'il a fallu plein de nouvelles règles. Par exemple, le travail détaché, c'est 94 ou 95, je ne sais plus. C'est au milieu des années 90. Donc en 2000-2007, je vous montre ici sur cette carte l'évolution de l'emploi industriel en Europe. Alors vous constatez, ici j'ai mis des cercles. Ah, excusez-moi. Ah mais j'ai oublié. Je suis désolé, j'ai oublié de passer les diapos. Alors, donc voilà, excusez-moi. Donc c'est une carte ici qui présente l'évolution de l'emploi industriel en Europe entre 2000 et 2007. Alors sur cette carte, j'essaye de montrer les zones d'agglomération, c'est-à-dire les zones où l'industrie va. Alors on voit qu'il y a la zone centrale ici, mais il n'y a pas que la zone centrale. Il y a aussi dans l'Est et en Espagne. Alors pourquoi dans l'Est et dans l'Espagne? Parce que le coût du travail est faible. Et donc ça peut valoir le coup d'aller investir dans les pays baltes pour construire des usines, parce que les coûts salariaux sont faibles, ou en Bulgarie, ou même en Espagne, pour les mêmes raisons, parce que les coûts salariaux sont faibles. Et puis ensuite, nous avons la crise 2008-2011. Et alors là, on va voir apparaître une disparition dans les régions périphériques de l'industrie. Donc c'est vous voyez ici, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais on a donc dans les régions sombres, dans les régions noires, la disparition de l'emploi industriel. Et l'emploi industriel disparaît de la façade Est, donc dans les pays baltes. Alors on a moins 22,4%, moins 34,6%. Je vous parle des pays baltes ici, moins 23,8%. On a en Roumanie, moins 26,3%. En Grèce, moins 23,3%. En Espagne, moins 18,3%.
en Irlande même, moins 17,4. Et vous voyez que plus on s'éloigne du centre, plus on est sombre, c'est-à-dire plus on perd en emploi industriel. Et puis, après la crise de 2008-2009, à partir de 2011, on a une véritable reprise. Et la reprise, où est-ce qu'elle se fait? Là aussi au centre, à l'est, à nouveau grâce au coût du travail faible, en Irlande également. Voilà, en France, pas trop. Alors, si on fait le bilan de toutes ces transformations de l'emploi industriel, on constate que les pays perdants, ce sont le Royaume-Uni, le Portugal, la Finlande, la Roumanie, la France, la Grèce et la Suède. Ceux qui ont le plus perdu entre 2009 et 2019, entre 2000 et 2019, ceux qui ont le plus perdu d'emploi industriel. Tous ces pays-là ont perdu plus de 20% de l'emploi industriel. Vous constatez une chose, ils ont un point commun, ils sont tous éloignés de l'Allemagne. Sauf la France, mais éloignés du cœur industriel, c'est-à-dire l'Allemagne et les pays d'Europe centrale. Le Royaume-Uni, il est en haut à gauche, la Finlande en haut à droite, la Grèce en bas à droite, le Portugal en bas à gauche, ils sont tous là. A l'inverse, quand vous regardez les pays gagnants, c'est-à-dire les pays qui ont pas trop perdu ou qui ont gagné en emploi industriel. Pas trop perdu parce que la productivité du travail fait qu'on a besoin de moins d'employés, naturellement, pour produire toujours davantage. Donc on peut dire que dès qu'on perd moins de 10%, on est plutôt dans les gagnants. Alors la Pologne, l'Autriche, l'Allemagne, la Slovaquie, la Tchéquie, la Hongrie. Tous ces pays-là sont au cœur de l'Europe. Le seul pays qui est périphérique, c'est l'Irlande. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, il a une spécificité, l'Irlande. C'est que d'abord, il n'est pas un grand gagnant, parce qu'il est le plus faible des gagnants des gagnants. Mais surtout, excusez-moi, voilà. Je suis désolé, j'oublie toujours. Mais surtout, l'Irlande a quand même une perte de 9,1% de l'emploi industriel. Alors, ces transformations économiques, ici, elles ont des conséquences sociales. Ces effets de polarisation que j'essaie de vous démontrer avec ce tableau, avec ces cartes, et excusez-moi de ne pas avoir montré la dernière carte, c'est le problème d'avoir deux écrans. Montre une chose, c'est qu'on a en fait un principe assez simple du marché, c'est que le marché du capital étant libéré, il va créer des usines là où les usines sont les plus efficaces, et les usines sont les plus efficaces là où il y a déjà des usines, c'est cet effet d'agglomération. Or, à l'échelle européenne, plus on est proche des régions du centre, plus on est efficace. Alors, une chose que je peux vous dire, c'est par exemple, si on va avoir des grands ports internationaux en Europe, il faut aller sur la mer du Nord. Les 4 plus grands ports européens, c'est Rotterdam, Anvers, en Belgique, mais j'ai juste à côté de Rotterdam, Hambourg, en Allemagne, sur la mer du Nord, qui est un peu plus loin, et puis Amsterdam, qui est là aussi à côté de Rotterdam. Donc on a les 4 premiers ports européens qui sont tous sur la côte des mers du Nord. Ça veut dire que c'est là qu'il y a le plus de volume de transactions qui sont échangées. Pourquoi il y a le plus de volume? Parce qu'en aval, en amont plutôt, de ces ports, le long des rivières, le long des canaux, parce qu'on a des systèmes de canaux et de rivières, de fleuves navigables extrêmement denses dans cette région-là, eh bien on a toutes les usines de l'Europe. Et donc si vous voulez construire une usine ailleurs que dans cette région-là, eh bien vous avez des coûts logistiques bien plus importants, et puis vos sous-traitants, de toute façon, ils seront dans ces régions-là. Donc ces phénomènes d'agglomération, il a logiquement entraîné une concentration de l'industrie dans le cœur de l'Europe. Alors, les autres pays qui étaient avantagés, c'est les pays proches de l'Allemagne à faible coût salariaux, c'est-à-dire la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie. C'est les pays d'Europe centrale. Ces pays-là, alors ils ne sont pas tout à fait au cœur de l'industrie européenne, mais comme ils ont des coûts salariaux faibles et comme ils sont proches géographiquement, eh bien l'industrie allemande parvient à sous-traiter dans ces pays tout ce qui est coûteux en main-d'œuvre. Et donc, ça ne leur coûte pas très cher, moins cher que s'ils devaient aller faire produire leurs produits en Bulgarie. Alors, toutes ces dynamiques industrielles européennes, eh bien, elles ont des conséquences sociales et démographiques. C'est ça que je vais essayer de vous montrer. La première chose, c'est des migrations importantes de la population.
C'est-à-dire que la libre circulation du capital, souvenez-vous, il a été mis en avant avec la libre circulation du travail. Et qui dit libre circulation du travail dit forcément libre circulation des travailleurs. On a deux catégories de travailleurs. On a les travailleurs d'Europe centrale et orientale. Ce sont des personnes qui, généralement, ont un assez bon niveau éducatif, mais dans leur pays, ils n'ont pas des très bons salaires. Qu'est-ce qu'ils font spontanément? Eh bien, ils vont chercher des meilleurs salaires à l'ouest. Et là, il se trouve que, démographiquement, on a une perte très importante de la population de ces pays qui vivent une véritable crise démographique. Crise démographique parce que, d'une part, une partie de la population part, et souvent ils partent et ils ne reviennent pas. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes, donc ils font des enfants. Et donc, en plus, ils perdent de taux de natalité. On a des villages entiers qui se dépeuplent dans ces pays. Je vais vous montrer tout à l'heure un tableau qui montre les... je vais vous le montrer déjà maintenant. Donc vous voyez ici les pertes migratoires des pays d'Europe centrale et orientale. Donc on a les pays baltes qui ont perdu entre 2000 et 2018 près de 800 000 habitants. Donc c'est plus de 10% de la population, il faut voir ça. En termes de sol démographique, la Bulgarie 424 000, la Pologne presque 200 000 et la Roumanie plus de 2 millions. Là aussi, le solde démographique déficitaire. Alors, évidemment, tout cela va avoir un impact sur la population. Et ce qui va se développer comme sentiment dans ces pays d'Europe centrale et orientale, c'est un sentiment de trahison. Trahison de qui? De cette jeunesse éduquée qu'on a formée dans les universités et qui, à la moindre occasion, préfère des bons salaires de l'Ouest, ils parlent anglais, ils parlent français, ils parlent allemand, et ils vont aller chercher à l'Ouest une meilleure vie, plutôt que de rester dans leur pays et aider au développement de ce pays et aider à la natalité de ce pays. Et ça crée... alors c'est le livre de Ivan Krastev. Krastev, c'est un Bulgare, un politologue bulgare, et écrit en 2017 un livre qui s'intitule « Le destin de l'Europe ». Et dans ce livre, Krastev va chercher à montrer que ce qui est au cœur du populisme d'Europe de l'Est, c'est justement ce sentiment de trahison qui est le produit de ces migrations, et pas n'importe quelle migration, la migration de sa jeunesse éduquée, donc de ses élites. Alors, autre élément, je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais il faut en parler un peu, l'Europe du Sud. L'Europe du Sud a elle aussi connu une crise migratoire, mais pas du tout sur la même période. Elle est concentrée sur une période courte qui est la période de la crise de l'euro. Et là aussi, on voit que un certain nombre d'Espagnols sont partis, ou d'immigrés d'ailleurs, parce qu'ils ont pu attirer beaucoup d'immigrés à la période de croissance, et puis dès qu'il y a eu les crises est venue, eh bien les gens sont partis. Mais vous voyez, c'est considérable. Pour la Grèce, on parle de 250 000 habitants partis sur le migratoire négatif, donc beaucoup de Grecs sont partis de leur pays pour trouver meilleure fortune ailleurs, parce que dans leur pays, il n'y avait plus de boulot. Même chose en Irlande, même chose au Portugal. Et puis inversement, eh bien, il y a des pays qui attirent la main-d'œuvre. De la même façon qu'ils ont attiré l'industrie, pendant la période des années 2000-2015, eh bien, ils attirent maintenant de plus en plus de main-d'œuvre. Alors, notamment après la crise de l'euro, après 2010. Évidemment, le chiffre le plus impressionnant ici, c'est l'Allemagne. Plus 4,3 millions d'habitants du seul fait du sol migratoire. À tel point que l'Allemagne était en décroissance démographique, maintenant se retrouve en croissance démographique du fait des migrants. Et quand on regarde qui sont les migrants en Allemagne, eh bien, c'est très souvent des Européens. C'est-à-dire des Grecs, des Espagnols, qui, n'ayant plus assez de travail, vont travailler en Allemagne. Évidemment, ça pose un problème parce que ça veut dire que le coût du logement augmente en Allemagne. Et là aussi, depuis 2012, on a une très forte hausse du prix du logement parce que 4 millions de personnes qui arrivent dans les grandes villes, généralement dans les métropoles, ça ne s'accueille pas comme ça. Et donc là, ça crée des tensions locales puisque forcément, s'il y a beaucoup d'immigrés qui ont, par ailleurs, ils peuvent avoir des bons salaires, c'est des ingénieurs, c'est des gens éduqués, mais du coup, ils vont renchérir ce prix du logement et du coup, les Allemands, eux, vont avoir du mal à se loger, en tout cas, seront confrontés à des prix de logement plus importants. Mais vous voyez, on trouve pareil en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas. Là aussi, que des pays du cœur. Si je veux vous montrer le sol démographique français, en fait, il est très stable dans cette période-là. Alors, que se passe-t-il dans les pays d'Europe du Sud, justement? Ces pays d'Europe du Sud vont se spécialiser dans ce qu'il leur reste. Ils n'ont plus d'industrie, donc ils vont faire du tourisme.
c'est-à-dire des services aux Allemands qui vont venir sur les plages espagnoles ou italiennes pendant leurs vacances. En fait, ce qu'on va constater du fait du marché unique, c'est une forme de spécialisation des différents pays dans différents domaines de l'économie. L'Allemagne sera le pays de l'ingénieur, du donneur d'ordre. Les Polonais seront les ouvriers, ils vont faire des activités de sous-traitance. Et puis les Italiens, les Espagnols, ils vont servir dans les restaurants les touristes allemands. Et qu'est-ce qu'on constate dans cette organisation sociale, économique, cette division européenne du travail? En fait, implicitement, il y a des hiérarchies. C'est-à-dire qu'on a bien une nation dominante économiquement, mais du coup dominante aussi politiquement, qui est l'Allemagne, qui est le donneur d'ordre, en fait, très souvent. Des nations reléguées, celles qui perdent leur industrie, et des nations subordonnées, l'Europe centrale et orientale. Et là, va se construire quelque chose qui est évidemment très malsain, c'est la juxtaposition de classe sociale, de sentiments de classe sociale avec des identités nationales. C'est-à-dire que les Polonais, ils vont finir par se voir eux-mêmes comme des ouvriers, parce que c'est l'emploi ouvrier qui va exploser dans ce pays, alors qu'il va disparaître dans d'autres pays. Cette organisation économique européenne, elle est extrêmement violente et elle implique certains pays à chercher des stratégies pour s'extraire de cette spécialisation. Et le cas le plus intéressant à ce niveau-là, c'est l'Irlande. Que fait l'Irlande? L'Irlande est un petit pays périphérique, éloigné bien sûr de l'industrie, qui n'a aucun atout. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se développer? À partir de la fin des années 80, ils ont pratiqué une stratégie de dumping fiscal, de sollicitation de l'évasion fiscale. Et ça marche très très bien. Ils sont devenus l'un des pays les plus riches d'Europe. Mais regardez à quel point on peut constater l'efficacité du système irlandais. Là, je vous montre ici sur cette carte, que cette fois-ci vous voyez, l'évolution comparée de l'emploi et de la production industrielle. Si je prends les chiffres d'Eurostat, de la production industrielle, alors c'est là que je voulais vous montrer ce livre, parce que c'est tiré de cette analyse qu'on a fait avec Coralie Delhomme sur l'Europe, tout ce chapitre-là, et ce graphique-là en particulier. Si on regarde l'évolution comparée de l'emploi et de la production industrielle en France, on voit que l'emploi industriel baisse, on l'a vu. La production industrielle, elle est plus erratique, mais elle suit globalement l'évolution de l'emploi industriel. Alors, pas tout à fait, puisque ici, on a un peu moins perdu de production industrielle que d'emploi industriel. Ça, c'est les gains de productivité. Maintenant, si je vous montre le même tableau pour l'Irlande, voici ce que j'ai. Là, vous voyez, la production industrielle a été multipliée par plus de 2, par 2,5. On est en base 100. Alors que l'emploi industriel, lui, il a baissé quasiment comme en France. Comment on explique ça? Alors, on peut l'expliquer en disant les ouvriers irlandais sont 2 fois plus productifs que les ouvriers français. En réalité, ce n'est pas du tout ça. En réalité, c'est qu'on fait apparaître une production fictive en Irlande pour échapper au fisc. Et en fait, la production irlandaise, elle est totalement aberrante. Elle n'a pas de sens. Elle est le produit des logiques comptables visant à frauder le fisc. Donc voilà, ça c'est un exemple. Alors évidemment, tout cela signifie quoi? Que l'Irlande, mais ce n'est pas le seul pays, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique font un peu pareil, ils ont une stratégie de parasitage, c'est-à-dire chercher en tant que petit pays en fait, à détourner une partie des richesses des autres pays en promettant aux entreprises de payer moins d'impôts s'ils viennent chez eux. Dernière réponse, la réponse française. Alors, la réponse française, c'est une réponse un peu paradoxale, parce que la France n'est pas totalement périphérique, mais en même temps, elle est quand même sérieusement concurrencée par les pays d'Europe du Centre, ce n'est pas le cœur de l'industrie, et donc qu'est-ce qu'elle cherche? Et puis en même temps, elle est concurrencée par les paradis fiscaux. Donc elle cherche à produire une forme de système fiscal défensif qui est lié au fait de chercher à attirer les investissements étrangers en jouant la carte de la fiscalité. C'est le principe de l'attractivité fiscale. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais hier, Emmanuel Macron s'est félicité que la France était le pays le plus attractif au monde. C'est vraiment la stratégie mise en place. Mais comment fait-on pour être attractif pour les entreprises? On va baisser les impôts des entreprises. Mais si on baisse trop les impôts des entreprises, contrairement à l'Irlande, qui peut gagner en impôts, en fait, parce qu'elle attire tellement d'entreprises qu'elle arrive à gagner en recettes fiscales. En France, si on baisse l'impôt des entreprises, on perd en recettes fiscales. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'augmenter la fiscalité d'autres personnes, des actifs non mobiles. Que sont les actifs non mobiles? C'est les ménages. Et regardez, on voit aussi cette stratégie fiscale
moins de fiscalité pour tout ce qui est mobile et en particulier les entreprises, plus de fiscalité sur les ménages, notamment le tabac, l'essence. Voilà. Et on voit cette stratégie apparaître ici, notamment après 2012, parce qu'on a ici l'évolution des impôts des ménages et l'évolution des impôts des entreprises. Donc une grande stabilité des impôts des entreprises et une hausse progressive des impôts des ménages. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après 2010. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien d'abord, on a une période d'austérité, donc on augmente les impôts de tout le monde, et puis ensuite, après 2012, on va continuer d'augmenter l'impôt des ménages et on va baisser l'impôt des entreprises. C'est typiquement le CICE, des choses comme ça. Et qu'est-ce que ça produit? Eh bien ça produit les gilets jaunes. Et donc, qu'est-ce qu'on a derrière finalement cette désorganisation économique du continent qui entraîne des organisations sociales, qui entraîne des politiques d'attractivité et des politiques de dumping fiscal? Eh bien, on a une contestation qui apparaît. Cette contestation, eh bien, c'est les populismes, qui sont en fait les contre-mouvements de Karl Polanyi. Et on va voir cela en Europe centrale et orientale, avec des régimes extrêmement conservateurs, notamment en Pologne et en Hongrie, qui sont une réaction à la contestation, qui sont des réactions à ce sentiment de trahison. En Europe du Sud, on a aussi un populisme qui est marqué par la défiance institutionnelle vis-à-vis des institutions européennes. Souvenez-vous de la Troïka. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Podemos, on a eu Syriza, on a eu un gouvernement d'extrême gauche aussi au Portugal. En France, on a eu le mouvement des Gilets jaunes, qui est une réponse directe à la hausse des carburants et donc à ce basculement fiscal des entreprises vers les ménages. On a aussi, je pense qu'on peut aussi considérer que le phénomène de Didier Raoult, ça reflète une forme de populisme. Alors plutôt un populisme de droite celui-là, parce qu'il est nourri par la défiance vis-à-vis des institutions médicales et globalement de ce nombre d'institutions. Et puis en Allemagne, eh bien, les migrations ont aussi entraîné l'augmentation de l'extrême droite, notamment du parti AfD. Et en fait, on peut très facilement relier ces différentes formes de populisme à cette désorganisation sociale qui est elle-même le produit du marché unique. Voilà, alors j'ai terminé, mais j'avais un petit schéma, mais j'ai pas le temps parce qu'il est déjà 8 heures largement passé. Alors c'est un schéma qui n'apparaît pas dans le livre en français, mais qui apparaît dans le livre en anglais, parce que j'y ai pensé après. Mais ça récapitule un peu tout ce principe. C'est-à-dire qu'on a un marché unique qui est fondé sur la libre concurrence, la stabilité des prix et le libre-échange, les piliers du néolibéralisme, qui va entraîner la polarisation industrielle et la division européenne du travail, qui va aussi entraîner des réactions, migration depuis l'Europe centrale et orientale, stratégie d'attractivité fiscale et sociale en Europe de l'Ouest. Et tout cela va engendrer des effets de polarisation industrielle qui vont spécialiser les économies dans des productions à basse valeur ajoutée en Europe centrale, qui va désindustrialiser l'Europe du Sud et l'Europe périphérique, qui va aussi... donc tout ça va entraîner la crise de l'euro, la défiance institutionnelle et le populisme de gauche en Europe du Sud et le mouvement des Gilets jaunes en France. Et puis on va avoir du côté de l'Est un renforcement des identités nationales liées au principe de classe, c'est-à-dire qu'on va se ressentir un peu dominé, un peu ouvrier en quelque sorte. On va avoir un sentiment de défiance vis-à-vis de ces révolutionnaires solitaires qui vont partir faire la révolution d'eux-mêmes, c'est-à-dire en allant chercher des meilleurs salaires à l'Ouest. Et puis tout cela va entraîner une défiance globale qui va entraîner du populisme de droite. Donc voilà, c'est un peu le résumé de tout cela. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que la société de marché, eh bien en fait, elle n'est pas vivable. Elle n'est pas vivable, et du coup, elle crée des contre-mouvements, c'est ce que disait Polanyi, mais qu'on voit aussi à l'œuvre ici en Europe. Et ce que j'ai voulu simplement vous montrer dans cette présentation, c'est l'illustration pratique de ces tensions sociales qui sont le produit de ces tensions, de ces organisations économiques. Et on peut tout à fait relier cela à ce que disait Wallace sur la grande société, c'est-à-dire la division du travail à l'échelle internationale, va-t-elle être supportable pour les individus? Et quand on regarde la manière dont l'économie se transforme en Europe, poussée par les forces du marché, qui entraîne des migrations, qui entraîne des frustrations, qui entraîne des spécialisations de certains pays qui n'ont pas forcément voulu et qui est, en l'occurrence, contradictoire avec le principe de l'aménagement du territoire, eh bien tout cela, pour moi, est la cause profonde de ces mouvements populistes et de ces mouvements de défiance qu'on voit naître aujourd'hui en Europe.
Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Pardon d'avoir été en retard.